La coupe de champagne de Sabrina capta la lumière alors qu'elle se tournait vers notre table. La cérémonie devait commencer dans 23 minutes. Au-delà des portes du jardin, le quatuor à cordes s'accordait près d'une allée bordée de roses blanches. Avant de remonter cette allée, dit ma sœur en souriant sous l'arche florale, je devrais remercier Camille. Des applaudissements polis parcoururent la salle de cocktail. À côté de moi, Elsie se redressa sur sa chaise. Sabrina nous avait à peine adressé la parole de tout l'après-midi. Elle avait retiré ma fille des photographies de famille, changé nos places 2 fois, et dit au photographe qu'Elsie ne faisait pas partie de la lignée directe. Pourtant, pendant une seconde pleine d'espoir, Elsie crut que sa tante était sur le point de s'excuser. Sabrina posa une main sur son cœur. Camille a toujours eu le don de recueillir ce que les autres laissent derrière eux, et d'appeler ça de l'amour. Quelques invités rirent. Ma mère leva son verre, comme si la phrase avait été répétée. Puis Sabrina regarda directement Elsie. Ma chérie, profite bien des fleurs, de la robe et des photographies. C'est peut-être ce qui se rapprochera le plus pour toi de l'image d'une famille complète. Je repoussai ma chaise. Sabrina, ça suffit. Elle leva son verre plus haut. Certaines filles héritent des yeux de leur mère. Toi, tu as hérité de son talent pour être abandonnée, un fardeau sans père dont personne ne voudra jamais. Le souffle d'Elsie se coupa. Sa main se referma sur le bracelet en argent à son poignet. Lorraine eut un petit rire depuis la table familiale. Elle ne fait que dire la vérité, dit ma mère, tout comme sa mère. Une chaise racla le sol. Gabriel se leva, traversa la pièce et prit le micro des mains de Sabrina. Baissez les appareils photo, dit-il. Personne n'enregistre une seconde de plus. Les téléphones disparurent lentement. Sabrina tenta de reprendre le micro, mais Gabriel s'écarta. Tu m'as dit que l'enfant que tu as mis au monde à 17 ans était mort avant même que tu ne puisses le tenir dans tes bras. Le sang se retira de mes mains. Gabriel ne me révélait pas que Sabrina avait accouché, j'avais moi-même porté cet enfant hors de l'hôpital. Ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi on lui avait dit qu'elle était morte, ni combien de versions de cette nuit ma mère avait créé. L'historique médical que tu m'as donné, poursuivit Gabriel, mentionne une naissance vivante. Après ce que je viens d'entendre, je ne crois plus le reste de ton histoire. La coupe de Sabrina glissa sur le tapis. Gabriel regarda à travers les portes du jardin, vers l'allée qui attendait. Tu n'as pas le droit de traiter un enfant d'indésirable juste pour enterrer ton propre secret. Il n'y aura pas de cérémonie. Restez avec moi pour découvrir pourquoi ma sœur a renié la fille à qui elle avait donné naissance, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer ce qui s'est passé quand j'ai finalement ouvert les dossiers que ma famille avait gardés enfouis pendant 13 ans. 3 heures plus tôt, Elsie était assise à côté de moi dans la voiture, lissant sur ses genoux la jupe de sa robe bleu marine. En quittant Hawthorne, le domaine de Cedarville était à 50 minutes, et pendant la majeure partie du trajet, elle fit semblant que la vue extérieure l'intéressait plus que le mariage. « Tu penses que tante Sabrina voulait vraiment que je sois là ?» demanda-t-elle enfin. Elle a adressé l'invitation à nous deux. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. À 13 ans, Elsie était devenue experte pour déceler l'écart entre ce que les adultes disaient et ce qu'ils pensaient. Je gardais les yeux sur la route. Je pense qu'elle veut que cette journée se déroule exactement comme elle l'a prévu, dis-je. Je pense aussi que tu as parfaitement le droit d'assister à un mariage de famille auquel tu as été invité. Elsie fit tourner le bracelet en argent autour de son poignet. Une petite lettre pendait à sa chaîne. C'était le seul objet qui l'avait accompagnée depuis l'hôpital, et elle le portait depuis qu'elle était assez grande pour ne pas le perdre. J'aurais pu refuser l'invitation. Pendant des années, Sabrina et moi avions communiqué par carte de vœux, messages soigneusement formulés et par l'intermédiaire de notre mère. Mais Elsie voulait toujours une grand-mère et une tante, elle n'aurait pas dû avoir à payer pour des conflits qui avaient commencé avant même qu'elle ne sache parler. Ma mère avait toujours divisé ses filles en rôles fixes. Sabrina était la brillante, l'enfant dont l'avenir exigeait d'être protégé. J'étais la raisonnable, ce qui signifiait généralement qu'on attendait de moi que j'absorbe les dégâts restants, une fois que tout le monde avait été secouru. À 26 ans, j'avais accepté de m'occuper de la fille nouveau-née de Sabrina. Ce qui devait être une garde temporaire s'était transformé en histoire du soir, formulaire scolaire, fièvre, genoux écorchés et, finalement, en une adoption légale. Elsie savait qu'elle était adoptée. Elle ne savait pas que la jeune mère que je lui avais décrite était la tante au mariage de laquelle nous nous rendions.
Cedarville ressemblait à un endroit conçu pour maintenir la vie ordinaire à l'extérieur de ses grilles. Des bâtiments en pierre blanche surplombaient des pelouses impeccables, et des membres du personnel en uniforme gris pâle dirigeaient les voitures vers l'allée circulaire. Elsie jeta un coup d'œil aux arrangements floraux et sourit malgré elle. Sabrina nous rejoignit près de la suite nuptiale. Elle m'embrassa dans le vide, près de la joue, puis toisa Elsie des pieds à la tête. Son sourire s'évanouit quand elle vit le bracelet. « Tu as mis ça ?» demanda-t-elle. Elsie le toucha. « Je le porte toujours. »« Ça ne va pas avec la robe. »« Enlève-le avant les photos. » La demande semblait désinvolte, mais les doigts de Sabrina s'étaient immobilisés autour de son bouquet. Je voyais le même bracelet que toujours, une fine chaîne polie par des années de contact avec la peau d'Elsie. Sabrina, elle, voyait autre chose. « Il est à moi », dit calmement Elsie. « Je le garde. » Pendant un instant, aucune d'elles ne bougea. Puis Lorraine apparut derrière Sabrina et annonça que le photographe attendait. Ma mère inspecta rapidement Elsie, comme pour évaluer si elle ferait baisser la valeur des photos, et nous conduisit vers la terrasse. Le photographe nous plaça, Lorraine, Sabrina et moi, sous une arche de rosiers grimpants. Elsie peut se mettre à côté de Camille, suggéra Gabriel. Sabrina répondit avant que je ne puisse le faire, celle-ci, c'est juste les 3 générations de femmes Dawson. Elsie regarda ma mère, puis ma sœur, et enfin moi. Je n'en suis pas une. Sabrina ajusta son voile. On fait d'abord la lignée familiale directe. Les mots frappèrent d'autant plus fort qu'ils étaient techniquement absurdes. Elsie était liée à chaque femme sous cette arche, de plus de manière qu'elle ne l'imaginait. Lorraine ne dit rien. Elle posa simplement une main dans mon dos et me poussa en position. Je ne ferai pas cette photo sans elle, dis-je. La mâchoire de Sabrina se crispa. Alors sors du cadre. On est déjà en retard. Je quittai l'arche et me tins à côté d'Elsie. L'obturateur cliqua pendant que ma mère et ma sœur souriaient, comme si de rien n'était. Gabriel nous observait du bord de la terrasse. Son attention se porta sur le bracelet d'Elsie et y resta assez longtemps pour que je le remarque. Quand le photographe passa au groupe suivant, il s'approcha de moi. « Camille, je peux te poser une question sur Elsie ?» Avant que je puisse répondre, la coordinatrice du mariage se précipita et lui dit que l'officiant l'attendait dans le jardin. Gabriel hésita, jeta un dernier regard au bracelet, et la suivit. Ce regard s'installa, inconfortable, dans mon estomac. Je dis à Elsie que nous pouvions partir avant la cérémonie. Elle en avait assez enduré, et aucune invitation ne l'obligeait à rester là où on la traitait comme une source d'embarras. Sabrina nous entendit. « Vous ne pouvez pas partir maintenant. J'ai préparé un remerciement spécial pour Camille pendant le cocktail familial. » Je ne me fiais pas à la douceur de sa voix. Elsie, si. Elle me regarda avec un espoir prudent. « Peut-être qu'elle sait que c'était méchant pour les photos, murmura-t-elle. On peut rester jusqu'à ce qu'elle le dise. Chaque instinct me criait de ramener ma fille à la maison. Mais l'espoir avait déjà adouci son visage, et je ne pouvais supporter d'être celle qui l'éteindrait. Alors nous sommes restés. À 17h07, Sabrina se plaça sous l'arche florale et leva sa coupe de champagne. Avant de remonter cette allée, dit-elle, je devrais remercier ma sœur, Camille. Le quatuor avait cessé de s'accorder dehors, laissant la salle de cocktail étrangement silencieuse. Les invités se tournèrent vers nous, les verres suspendus près de leurs lèvres. Elsie se redressa à côté de moi, l'espoir revenant brièvement sur son visage. Elle croyait encore que Sabrina pourrait s'excuser de l'avoir exclue des photographies. Sabrina me sourit, comme si nous partagions une plaisanterie privée. Camille a toujours été la responsable. Elle prend tout ce que les autres laissent derrière eux, le répare et appelle ça de l'amour. Une poignée d'amis de Sabrina rirent sans hésiter. D'autres suivirent une seconde plus tard, parce que le rire était attendu lors d'un discours de mariage. Gabriel ne se joignit pas à eux. Il se tenait près des portes du jardin, les mains croisées devant lui, observant Sabrina plutôt que les invités. Je sentis les épaules d'Elsie se raidir contre les miennes. « Sabrina » dis-je doucement. Elle entendit l'avertissement et l'ignora. Ma sœur a toujours été généreuse comme ça. Elle ne se demande jamais si quelque chose lui appartient, elle décide simplement qu'elle peut lui offrir une vie meilleure. La deuxième vague de rire fut plus faible. Une femme près du bar baissa son téléphone. Un homme plus âgé, à la table de la famille de Gabriel,
jeta un coup d'œil à ce dernier, attendant apparemment un signe que la plaisanterie était acceptable. Sabrina se tourna vers Elsie. Et elle a amené ma nièce ce soir. Elsie baissa les yeux sur ses genoux. Ses doigts trouvèrent le bracelet en argent et le firent glisser sous le revers de sa manche. Ma chérie, j'espère que tu profites bien des fleurs, des belles robes et de toutes les photos de famille, poursuivit Sabrina. C'est peut-être ce qui se rapprochera le plus pour toi de l'image d'une famille complète. Cette fois, la salle ne rit pas. Une femme émit un son surpris qui mourut à mi-chemin. Un homme près des fenêtres examina le sol, comme s'il venait de découvrir quelque chose d'important dans le tapis. Plusieurs invités tenaient encore leur téléphone en l'air, mais leur sourire avait disparu. Je repoussai ma chaise. Ça suffit. Sabrina pencha la tête. Je porte un toast. Non, tu humilies une enfant. Je dis la vérité. Tu as passé 13 ans à prétendre que la vérité et la gentillesse sont la même chose. Elsie pressa les deux paumes contre la jupe de sa robe. Elle ne pleura pas, ne me demanda pas de la défendre. Elle rentra les coudes et baissa le menton, se faisant plus petite sur sa chaise, comme si disparaître causerait moins de problèmes qu'être protégée. Cela me fit plus mal que tout ce que Sabrina avait dit. Je me levai et tendis la main vers Elsie. Nous partons. Sabrina leva son verre plus haut. Certaines filles héritent des yeux de leur mère. Elsie a hérité de son talent pour être abandonnée. Son regard se déplaça entre ma fille et moi. Elle savait exactement où frapper, et pendant une terrible seconde, je vis la jeune fille effrayée de 17 ans qu'elle avait été, cachée derrière la femme en robe de mariée. Puis sa bouche se courba en un sourire, et toute la sympathie que j'aurais pu ressentir s'évanouit. Un fardeau sans père dont personne ne voudra jamais, dit-elle. Quelques personnes à la table du font rire, avant de réaliser que personne d'autre ne se joignait à elle. L'une d'elles toussa et attrapa son verre. Le photographe baissa son appareil. Deux invités retournèrent leur téléphone, face contre la table. La voix de ma mère s'éleva de derrière Sabrina. Elle ne fait que dire la vérité. Tout comme sa mère. Lorraine n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air satisfaite, comme si Sabrina avait enfin prononcé une réplique qu'elles avaient répétée et que j'avais réagi exactement comme prévu. Je la regardais à travers la pièce. De quelle mère parles-tu ? Son expression se crispa une fraction de seconde, puis elle se reprit et releva le menton. Ne fais pas de scène, Camille. Les doigts d'Elsie s'étaient refermés sur le bracelet sous sa manche. Je pouvais voir la forme de la petite lettre pressée contre le tissu. Une chaise racla le sol. Gabriel traversa la pièce sans se presser. Il ne me regarda pas, ni Elsie. Il s'arrêta à côté de Sabrina et tendit la main pour le micro. Elle eut un rire nerveux. Gabriel, j'ai presque fini. Je sais. Quelque chose dans sa voix la fit desserrer son étreinte. Il prit le micro, se tourna vers les invités et parla sans élever la voix. Baissez les appareils photo. Personne n'enregistre une seconde de plus. Plusieurs téléphones disparurent immédiatement. Un invité hésita jusqu'à ce que Gabriel le regarde droit dans les yeux, puis il baissa la main. Sabrina tenta de reprendre le micro. Tu réagis de manière excessive à une blague de famille. Gabriel s'écarta, hors de sa portée. Tu m'as dit que l'enfant que tu as mis au monde à 17 ans était mort avant même que tu ne puisses le tenir dans tes bras. La pièce sembla se contracter autour de cette phrase. Le visage de Sabrina perdit ses couleurs. Lorraine se leva si brusquement que sa chaise heurta la table derrière elle. Je restai debout à côté d'Elsie, mais ma main devint glaciale autour de la sienne. Gabriel ne me disait pas que Sabrina avait accouché. J'avais moi-même porté cet enfant hors de l'hôpital. J'avais su pendant 13 ans quel corps avait mis Elsie au monde. Ce que je n'avais jamais su, c'est que Sabrina avait dit à Gabriel que le bébé était mort. Ce sont des informations médicales privées, dit sèchement Lorraine. Ce sont des informations que Sabrina m'a volontairement données lorsque nous avons discuté d'avoir des enfants, répliqua Gabriel. Elle m'a dit qu'il y avait eu une grossesse et un décès. L'historique médical qu'elle a fourni mentionne une naissance vivante. Sabrina secoua la tête. Tu ne comprends pas la terminologie. Une naissance vivante peut quand même aboutir à un décès infantile. Ce dossier ne prouve rien. Tu as raison. En soi, il ne prouve pas où se trouve cet enfant maintenant. Ses yeux se posèrent sur Elsie, puis revinrent immédiatement sur Sabrina. Il ne prononça pas son nom.
Il n'exposa pas ce qu'il ne pouvait pas encore prouver. Mais je t'ai vu retirer Elsie de toutes les photos de famille aujourd'hui. J'ai vu ta mère paniquer à cause d'un bracelet. Puis je t'ai entendu traiter une fille de 13 ans d'indésirable parce qu'elle n'a pas de père à ses côtés. Tu as fouillé dans mes affaires, dit Sabrina. Tu m'as demandé de scanner des documents pour toi. La lettre de Camille est tombée du dossier. Mon estomac se noie. J'avais écrit plus d'une lettre à Sabrina au fil des ans. Je ne savais pas laquelle Gabrielle avait trouvée, ni pourquoi elle l'avait gardée. Sabrina jeta un coup d'œil vers les portes du jardin. À travers la vitre, les chaises blanches attendaient sous les arbres. L'officiant se tenait près de l'allée, ignorant encore que le mariage était déjà terminé. « Gabrielle, s'il te plaît, dit-elle. On peut parler après la cérémonie. » Non. C'était la première fois que sa voix se faisait tranchante. Tu n'as pas le droit de traiter un enfant d'indésirable juste pour enterrer ton propre secret. Il retira l'alliance qu'il avait prévu de porter après leur vœu et la posa sur la table, à côté de sa coupe de champagne. Il n'y aura pas de cérémonie. Pendant plusieurs secondes, personne ne bougea. Puis la pièce éclata en un brouhaha de voix. La coordinatrice du mariage se précipita depuis le jardin. Quelqu'un demanda si les invités devaient partir. La demoiselle d'honneur de Sabrina se mit à pleurer. Lorraine se fraya un chemin à travers la foule vers moi. « Nous devons parler en privé, dit-elle. Je ramène Elsie à la maison. Tu ne peux pas partir avant que nous comprenions ce qu'il a. Je comprends ce qui est arrivé à ma fille dans cette pièce. » Lorraine m'attrapa le bras, ses doigts s'enfonçant dans le tissu de ma manche. Si Gabrielle commence à fouiller dans de vieux dossiers, ça ne s'arrêtera pas à Sabrina. Ton adoption a été construite sur des circonstances que tu n'as jamais remises en question. Si le passé est rouvert, tu pourrais perdre Elsie. La menace atteignit exactement la cible visée. Pendant 13 ans, j'avais craint qu'une personne ou un document ne décide que les histoires du soir, les trajets scolaires, les fièvres, les gâteaux d'anniversaire et des milliers de matins ordinaires ne faisaient pas de moi une mère. Elsie leva les yeux vers moi. Elle avait entendu chaque mot. Je retirai la main de Lorraine de mon bras. Ne me touche plus. Camille, j'essaie de te protéger. Tu as appelé le contrôle aux protections toute ma vie. Je conduisis Elsie vers la sortie. Gabriel nous suivit seulement jusqu'au hall d'entrée. Je n'ai pas grand-chose, dit-il. Un historique médical que Sabrina m'a donné et une lettre avec une photo jointe. Je t'enverrai des copies. Rien ne va aux invités ni en ligne. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé avant aujourd'hui? J'aurais dû. J'espérais sans cesse qu'il y avait une explication qui ne détruirait pas la vie que nous avions prévue. Il n'y avait aucune fierté dans sa réponse, seulement du regret. Derrière lui, Sabrina appela son nom. Lorraine appela le mien. Ni Elsie ni moi ne nous retournâmes. Nous atteignîmes la voiture sous un ciel qui s'était assombri sans pluie. Elsie monta sur le siège passager, ferma la portière et fixa le pare-brise pendant que je démarrais le moteur. Je dépassai les portes du domaine avant de me ranger sur le bas-côté. Ses mains restaient étroitement jointes sur ses genoux. Le bracelet était de nouveau visible. « Maman, dit-elle, est-ce que j'étais le bébé dont il parlait ?» Pendant des années, j'avais répondu aux questions difficiles avec des versions adoucies de la vérité. Cette habitude avait contribué à construire le silence qui nous avait amenés ici. « Oui, dis-je. Tu étais le bébé dont Gabriel parlait. » Elsie ne posa pas d'autres questions sur le bord de la route. Elle se tourna vers le pare-brise sombre et tira le revers de sa robe par-dessus le bracelet en argent. J'attendais la colère, les larmes ou l'incrédulité, mais elle me demanda seulement de rentrer à la maison. Les 50 minutes de retour vers Hawthorne se passèrent en silence. Je gardai les deux mains sur le volant, sentant chaque kilomètre nous éloigner du mariage, mais sans nous rapprocher de la sécurité. J'avais toujours cru que la vérité deviendrait plus facile quand Elsie serait plus âgée. Au lieu de cela, je l'avais laissé prendre racine sous nos vies, jusqu'à ce qu'une seule phrase de Gabriel déchire le sol. À la maison, Elsie monta directement à l'étage. Elle ne se changea pas, ne demanda pas à manger. La porte de sa chambre se referma avec un léger déclic. Je restai dans le couloir, assez longtemps pour entendre le fermoir de son bracelet s'ouvrir. Un instant plus tard, du métal toucha du bois alors qu'elle le posait sur sa table de chevet. Ce bracelet l'avait apaisée pendant les vaccins, le premier jour d'école et chaque nuit où elle se réveillait d'un mauvais rêve. Maintenant, ce n'était plus un objet de confiance.
C'était la preuve que les adultes autour d'elle connaissaient une histoire qu'elle ignorait. Je descendis sans frapper. Pour la première fois en 13 ans, protéger Elsie signifiait lui donner de l'espace, loin de moi. Mon téléphone vibra sur le comptoir de la cuisine à 21h18. Le message venait de Gabriel. Je suis désolé que cela ait atteint Elsie dans une pièce pleine d'étrangers. J'aurais dû te parler plus tôt. Je n'ai dit que ce qui était nécessaire pour empêcher Sabrina de continuer. Je n'ai dit à personne qu'Elsie était l'enfant et je ne diffuserai rien sans ta permission. Un deuxième message suivit. J'ai 3 éléments. Ce n'est pas une réponse complète. Ce sont seulement les raisons pour lesquelles je ne pouvais plus accepter l'explication de Sabrina. 3 pièces jointes apparurent en dessous. La première était une page de l'historique médical que Sabrina avait volontairement fourni lorsqu'elle et Gabriel avaient commencé à discuter d'enfants. La plupart étaient ordinaires, allergies, chirurgie, médicaments, antécédents familiaux. Sous la rubrique « Antécédents obstétricaux », une ligne avait été encerclée, grossesse, 1, naissance vivante, 1, âge maternel à l'accouchement, 17. Il n'y avait aucun décès infantile enregistré sur cette page. Cela ne prouvait pas ce qui s'était passé après, mais cela contredisait la version que Sabrina avait donnée à Gabriel, selon laquelle le bébé était mort avant même qu'elle ne puisse le tenir. J'agrandis l'image jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Sabrina n'avait pas simplement évité de lui parler d'Elsie, elle avait construit un enfant mort entre eux, et s'attendait à ce qu'il ne demande jamais où cet enfant avait été enterré. La deuxième pièce jointe était une photo d'une lettre de ma propre main. Pendant un instant, je ne me souvins plus quand je l'avais écrite. Puis je reconnus le papier à lettres bleu pâle que j'utilisais quand Elsie avait 6 ans. Sabrina nous avait rendu visite après avoir manqué 2 anniversaires de suite. Elsie l'avait suivie dans toute la maison avec une couronne en papier qu'elle avait faite à l'école, demandant si Sabrina voulait voir sa chambre. Sabrina était restée 20 minutes, passant la plupart du temps à vérifier son téléphone, et m'avait dit plus tard que je devais cesser de traiter ma responsabilité comme une obligation familiale que tout le monde devait partager. Ce soir-là, je lui avais écrit une lettre, croyant que l'encre pourrait atteindre un endroit que la conversation ne pouvait pas. Tu n'as pas à être sa mère, mais tu n'as pas le droit de lui faire sentir qu'elle est ta honte. La photo de Gabriel montrait la page pliée à côté d'un dossier intitulé « Personnel ». Sabrina l'avait gardé pendant 7 ans. J'avais autrefois interprété son silence comme de l'évitement. Maintenant, je me demandais si elle n'avait pas conservé la lettre parce qu'elle nommait précisément ce qu'elle faisait. La troisième pièce jointe mit plusieurs secondes à se charger. C'était une photographie de Sabrina à 17 ans, assise droite dans un lit d'hôpital. Son visage était pâle et gonflé par les larmes. Une couverture bleue reposait dans ses bras, et à l'intérieur se trouvait un nouveau-né dont la joue était pressée contre le tissu de la blouse de Sabrina. L'image me coupa le souffle. Je n'avais vu Sabrina tenir Elsie qu'une seule fois. Lorraine m'avait dit qu'elle avait refusé. Je me souvins être entré dans la chambre après l'appel de l'infirmière et avoir trouvé Sabrina tournée vers la fenêtre, les bras vides. Ma mère avait dit que le bébé avait déjà été emmené. Mais la photographie montrait un moment différent. Sabrina regardait l'enfant, non pas avec dégoût ou indifférence, mais avec un chagrin à vif. Autour du poignet du bébé se trouvait une fine chaîne en argent avec une petite lettre E. Au dos de la photographie, quelqu'un avait écrit une date. C'était l'anniversaire d'Elsie. J'envoyais une seule question à Gabriel. Où as-tu trouvé ça? Sa réponse arriva immédiatement. Dans le même dossier que ta lettre. Sabrina m'a demandé de scanner des documents pour notre assurance et la consultation de fertilité. La lettre et la photo ont glissé d'une enveloppe scellée. Je les ai photographiées parce qu'elles ne correspondaient pas à ce qu'elle m'avait dit. Je sais que j'aurais dû te contacter à ce moment-là. Gabriel avait attendu parce qu'il voulait que son avenir survive. J'avais attendu parce que je voulais que le mien reste inchangé. Les motifs étaient différents, mais Elsie avait payé pour les deux. Je le remerciai et lui dis de ne pas contacter Sabrina à propos des fichiers. Puis, je me dirigeai vers le placard du couloir et sortis la boîte ignifugée grise contenant les dossiers d'adoption d'Elsie. J'avais ouvert cette boîte pour les inscriptions scolaires, les passeports et les formulaires d'assurance. Je ne l'avais jamais ouverte en cherchant la tromperie. Le consentement de Sabrina était là, signé 3 jours après la naissance d'Elsie. Ma propre requête suivait, puis le rapport de l'assistante sociale, l'évaluation du foyer, l'ordonnance du tribunal et l'avis concernant le père biologique de l'enfant. Je lus cette page 3 fois. La paternité n'avait pas été légalement établie.
Il n'y avait aucune renonciation signée de Jonah Reed, aucun document ne montrait qu'il avait volontairement renoncé à ses droits parentaux. Le dossier décrivait le père comme « non confirmé » et « injoignable ». Un avis avait été posté à une adresse fournie par Lorraine, puis retourné comme non distribuable. Je connaissais l'adresse. C'était celle de l'ancien atelier de réparation du père de Jonah, qui avait fermé avant la naissance d'Elsie. Ma mère m'avait dit que Jonah avait disparu après avoir appris que Sabrina était enceinte. Elle avait dit qu'il avait refusé tous les appels, déménagé sans laisser d'adresse et ne voulait aucun lien avec le bébé. J'avais accepté sa version parce que j'avais 26 ans, j'étais effrayé et soudainement responsable d'un nouveau-né. Le dossier ne prouvait pas que Jonah voulait Elsie. Il prouvait seulement que le processus légal n'avait jamais entendu directement sa version. Ma première réaction me fit honte. Je ne pensais pas à un jeune homme qui aurait pu être privé de la chance de connaître son enfant. Je ne pensais pas au droit d'Elsie de comprendre d'où elle venait. J'imaginais un inconnu apparaissant à notre porte, un juge examinant une vieille fraude, et quelqu'un décidant que 13 années de maternité pouvaient être anéanties par une signature manquante. Je pressais l'ordonnance du tribunal à plat contre la table, comme si maintenir le papier en place pouvait maintenir ma vie en place. Les escaliers grincèrent derrière moi. Elsie se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, en pyjama, le visage fraîchement lavé. Le bracelet n'était plus à son poignet. J'ai entendu l'imprimante, dit-elle. J'avais imprimé les pièces jointes de Gabriel sans réaliser que le son montait à l'étage. La photo de l'hôpital était posée, face visible, à côté du dossier d'adoption. Elsie s'approcha lentement. Ses yeux passèrent du visage de Sabrina au paquet dans ses bras, puis elle toucha l'image du bracelet. C'est le mien. Oui. Elle l'avait avant toi. Oui. Elsie me regarda. Est-ce que tante Sabrina est la personne qui m'a mise au monde? Il n'y avait aucun moyen utile d'adoucir la réponse. Elle l'est. Son expression ne se brisa pas. Elle se vida. Je tendis la main vers elle, puis m'arrêtai avant de la toucher. J'allais te le dire quand tu serais plus grande. Je pensais te protéger d'un choix que Sabrina a fait quand elle avait 17 ans. Tu m'as laissé m'asseoir à côté d'elle à Noël. Je sais. Tu m'as laissé l'appeler tante Sabrina. Oui. Tu l'as regardé faire semblant de me connaître à peine. Chaque phrase enlevait une autre excuse que j'avais préparée au fil des ans. Elsie regarda de nouveau la photographie, la jeune fille dans le lit d'hôpital tenant le bébé qu'elle appellerait plus tard un fardeau. Depuis combien de temps sais-tu qu'elle est ma mère? Depuis le jour de ta naissance, dis-je. De nouveau, Elsie me fixa, comme si le sol de la cuisine s'était dérobé sous ses pieds. La photo de l'hôpital restait entre nous, le visage de Sabrina à 17 ans penché sur le nouveau-né dans ses bras. Elsie toucha le bracelet en argent sur la photo, puis regarda vers les escaliers, où elle avait laissé ce même bracelet sur sa table de chevet. Tu savais qu'elle était ma mère. Chaque fois qu'elle venait chez nous. Chaque Noël. Chaque anniversaire qu'elle a oublié. Oui, dis-je. Je savais. Ses yeux s'emplirent, mais elle refusa de laisser les larmes couler. Alors, raconte-moi tout. Pas la version prudente que tu penses que je peux supporter. Je regardai la signature de Sabrina sur le formulaire de consentement, et la cuisine disparut sous un souvenir que j'avais passé 13 ans à arranger en quelque chose de plus facile à vivre. Avant la grossesse, Sabrina était le genre de fille que les adultes exhibaient comme preuve d'une bonne éducation. Elle obtenait les meilleures notes, jouait du violon dans l'orchestre régional de jeunes, et pouvait argumenter les deux côtés d'un débat sans perdre son sourire. Lorraine tenait son agenda avec un code couleur et ses robes étaient toujours repassées. Chaque photo devait paraître naturelle, même si notre mère avait passé 1 heure à corriger la posture de Sabrina. J'aimais ma sœur, mais j'enviais la façon dont Lorraine la louait. Sabrina était qualifiée d'exceptionnelle. J'étais qualifié de fiable, ce qui signifiait que j'étais utile chaque fois que des personnes exceptionnelles créaient des problèmes. Sabrina rencontra Jonah Reed lors d'une collecte de livres d'été à la bibliothèque de Hawthorne. J'y travaillais à temps partiel et je coordonnais les bénévoles. Jonah arriva en botte de travail après son service à l'atelier de réparation de son père, transportant 3 boîtes de livres pour enfants donnés. Il rangea les livres incorrectement, puis resta tard pour aider Sabrina à les corriger. Il n'était pas assez polissé pour Lorraine. Il avait de la graisse sous les ongles, conduisait un vieux pick-up et prévoyait de devenir technicien ambulancier au lieu de fréquenter une université prestigieuse. Mais avec lui, Sabrina pouvait faire des erreurs.
Il riait quand elle laissait tomber une boîte, la laissait se plaindre de ses cours de violon et ne lui demandait jamais son rang dans sa classe. Je l'ai rencontré plusieurs fois cet été-là. Il était timide avec moi, mais sérieux à son sujet. Une fois, alors que Sabrina était aux toilettes, il m'a demandé si Lorraine lui donnerait un jour sa chance. Je lui ai dit que notre mère changeait rarement d'avis sur les gens. Il a dit qu'il continuerait à lui montrer qu'il avait l'intention de rester. En octobre, Sabrina était enceinte. Elle est venue à mon appartement après minuit, portant un sweatshirt par-dessus son uniforme scolaire. Sa main tremblait si fort qu'elle ne pouvait pas tenir le test droit. Elle disait qu'elle aimait Jonah, mais elle disait aussi que Lorraine les détruirait tous les deux. Notre mère arriva 40 minutes plus tard. Sabrina l'avait appelée avant de venir me voir. Lorraine regarda le test, s'assit à ma petite table de cuisine et commença à prendre des décisions avant même de demander à Sabrina ce qu'elle voulait. Sabrina finirait le semestre à la maison. L'école serait informée qu'elle recevait un traitement pour une maladie auto-immune grave. Jonah serait coupé jusqu'à ce que Lorraine décide si son implication était utile. Je retournerais à Belmire chaque fois qu'on aurait besoin de moi, car, comme le disait Lorraine, la famille résolvait les erreurs familiales en silence. Je ne t'ai pas appelé une erreur, dis-je à Elsie. Mais tu es resté, dit-elle, et j'admis que je l'avais fait. Pendant la grossesse, Lorraine contrôlait le téléphone, le courrier et les rendez-vous de Sabrina. Les messages de Jonah disparurent. Quand Sabrina posait des questions sur lui, Lorraine disait qu'il avait paniqué et cessé d'appeler. Je croyais que notre mère avait des informations que je n'avais pas. Sabrina y croyait parce qu'elle avait 17 ans, qu'elle était isolée et terrifiée. Elle accoucha près de l'aube, un jeudi pluvieux. Jonah l'a pris d'un ami commun et arriva à l'hôpital avant midi. Je l'ai vu une fois à travers les portes vitrées près du bureau de la maternité. Ses cheveux étaient mouillés, sa chemise à moitié boutonnée, et il n'arrêtait pas de demander à voir Sabrina. Lorraine le rencontra avant qu'il n'atteigne l'unité. Jonah n'avait pas établi de paternité légale et n'était pas sur la liste des personnes que Sabrina autorisait à recevoir des informations. Le personnel ne pouvait rien lui dire sur le bébé sans son autorisation. Lorraine s'assura que Sabrina ne la donnerait pas. Je suis entré dans la chambre de Sabrina alors que notre mère lui tendait son téléphone. Sabrina avait pleuré. Le bébé avait déjà été examiné et était en bonne santé, mais Lorraine lui dit que Jonah était en bas, exigeant des réponses et menaçant de prendre l'enfant. Ce n'était pas vrai, demanda Elsie. Je ne le crois pas, Sabrina lut le message que Lorraine avait écrit. Le bébé n'a pas survécu. S'il te plaît, ne me contacte plus. Je ne peux pas envoyer ça, murmura Sabrina. Lorraine se pencha plus près. Tu peux mettre fin à ça maintenant, ou tu peux passer le reste de ta vie à te battre contre un garçon sans argent pendant que tout le monde se souvient de ce que tu as fait. Sabrina appuya sur envoyer. L'hôpital ne donna aucune information à Jonah. Il partit, croyant que le message venait de la fille qu'il aimait. Une semaine plus tard, j'ai vu Lorraine placer une brochure de deuil de l'hôpital et une note dans une enveloppe pour lui. Il n'y avait pas de certificat de décès, pas de faux document gouvernemental, juste assez de papier en forme de chagrin pour qu'un jeune de 18 ans effrayé arrête de poser des questions. Je me suis dit que j'avais été témoin d'une nécessité cruelle. Ce mensonge était plus facile que d'admettre que j'avais vu notre mère effacer un père. J'ai tenu Elsie pour la première fois cet après-midi-là. Elle était réveillée, en bonne santé et furieuse contre l'air froid hors de sa couverture. Un sac transparent d'affaires de nouveau-né était posé à côté du berceau. À l'intérieur, il y avait un minuscule bracelet en argent avec la lettre E. Jonah l'avait commandé des mois plus tôt, après que lui et Sabrina eurent choisi le nom d'Elsie. Je le savais parce qu'il me l'avait montré à la bibliothèque, embarrassé par sa petite taille dans sa paume. Lorraine me dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec le bébé. Sabrina tourna son visage vers le mur. Je lui attachai le bracelet au poignet pour une photo, puis le retirai parce qu'il était trop lâche. Le plan initial était temporaire. Je m'occuperais d'Elsie pendant quelques mois pendant que Sabrina se rétablirait, terminerait ses études et déciderait de ce qu'elle voulait. Mais les semaines devinrent un semestre. Sabrina retourna en classe, puis partit pour l'université. Elle cessa de demander combien de fois Elsie se réveillait la nuit et commença à l'appeler « le bébé » au lieu de son nom. Lorraine me dit que Jonah avait disparu. Lorsque les papiers d'adoption arrivèrent, aucune renonciation signée de sa part n'était incluse. La paternité n'avait jamais été légalement établie.
Le dossier mentionnait une ancienne adresse liée à l'atelier fermé de son père et enregistrait le père biologique comme « non confirmé et injoignable ». J'ai demandé à Lorraine pourquoi il n'y avait aucun document montrant que Jonah avait refusé ses droits. Elle a dit « parce qu'il n'a pas de droit tant qu'il n'a pas prouvé qu'il est le père, et il n'a fait aucun effort pour le faire ». J'ai demandé si nous devions le chercher nous-mêmes. L'expression de Lorraine se durcit. Si tu retardes ça, un tribunal pourrait décider que le placement est instable. Elsie pourrait entrer en famille d'accueil temporaire pendant qu'ils enquêtent. Satisfaire ta curiosité vaut-il la peine de la perdre? J'avais 26 ans. Elsie dormait contre ma poitrine chaque nuit et serrait mon doigt chaque fois qu'elle buvait son biberon. La possibilité de la perdre me terrifiait plus que la signature manquante ne me troublait. Alors j'ai signé. Je n'ai pas falsifié de nom, j'ai suivi le processus qu'on m'a présenté. Mais j'ai aussi accepté la version qui me permettait de garder Elsie, même après avoir vu une lacune assez grande pour la remettre en question. De retour dans la cuisine, Elsie s'essuya la joue avec le talon de la main. Avais-tu l'intention de me dire un jour que Sabrina était ma mère? Oui. Je n'arrêtais pas de repousser l'âge où je pensais que ce serait sans danger. Sans danger pour moi, ou sans danger pour toi? La réponse prit trop de temps. Je nous protégeais toutes les deux. Elle regarda de nouveau la photo. Savais-tu que mon père pensait que j'étais morte? Non. Je te jure que je ne le savais pas. Lorraine m'a dit que Jonah t'avait abandonné avant ta naissance. Elsie s'écarta quand je tendis la main vers elle. Je te crois quand tu dis que tu ne savais pas tout. Ça ne veut pas dire que je te pardonne ce que tu savais. Je comprends. Non, tu comprends les mots. Je ne pense pas que tu comprennes ce que ça fait d'apprendre que tout le monde dans ta famille se tenait autour d'un secret qui portait ton nom. Elle emporta la photo à l'étage et ferma la porte de sa chambre. Je restai à la table, la main sur le formulaire de consentement. Puis un autre souvenir fit surface, un que j'avais écarté parce que Sabrina était épuisée et sous médicaments quand elle l'avait dit. Juste avant que Lorraine ne l'emmène de l'hôpital, Sabrina m'avait attrapé le poignet et murmuré « Si Jonah revient, dis-lui qu'elle a vécu ». Pendant 13 ans, j'avais interprété cette phrase comme la preuve que Sabrina était confuse. Je n'avais jamais demandé à Lorraine si Jonah était revenu. Je n'ai pas appelé Lorraine le lendemain matin. Si je lui demandais si Jonah était revenu, elle me donnerait la version qui la protégeait. Je devais trouver l'homme qu'elle avait passé 13 ans à décrire comme quelqu'un qui s'était enfui. Elsie m'a à peine parlé pendant les 3 jours suivants. Elle est allée à l'école, a fait ses devoirs et a dîné en face de moi, mais chaque réponse était réduite au minimum. Je ne l'ai pas poussée à me pardonner ou à accepter une autre explication. J'avais déjà décidé pour elle assez souvent. Après qu'elle soit allée se coucher chaque nuit, je fouillais dans les boîtes que j'avais rapportées de Bellemire quand Lorraine avait vendu notre maison d'enfance. De vieux bulletins scolaires, des photos, des programmes de récital et des lettres couvraient la table de la salle à manger. Le nom de famille de Jonah apparaissait dans le dossier d'adoption, mais une recherche pour « Jonah Reed » donnait trop de résultats pour être fiable. La 3e nuit, j'ai trouvé le carnet de grossesse de Sabrina dans une boîte de brochures universitaires. Lorraine l'avait utilisé pour noter les dates de rendez-vous, les médicaments et les instructions. La plupart des pages étaient écrites de l'écriture serrée et contrôlée de ma mère. Vers la fin, Sabrina avait écrit le nom complet de Jonah et le numéro de l'atelier de son père sous une liste de prénoms possibles. Jonah Michael Reed. L'ancien atelier n'existait plus, mais un article archivé d'un journal local mentionnait Jonah comme bénévole pour les services médicaux d'urgence d'Ashford. Un annuaire professionnel public confirma qu'un certain Jonah Monsieur Reed travaillait toujours comme ambulancier à Ashford. Je n'ai pas appelé son lieu de travail. J'ai contacté une ancienne bénévole de la bibliothèque qu'il avait connue au lycée et lui ai seulement demandé si l'homme de l'annuaire était le même Jonah Reed. Elle a répondu l'après-midi suivant. Oui, c'est le même Jonah. Je ne lui ai pas parlé depuis des années, mais je peux lui envoyer ton numéro et le laisser décider s'il t'appelle. Il a appelé à 21h42 ce soir-là. C'est Camille Dawson? Sa voix était plus grave que dans mes souvenirs, mais je reconnus la prudence dans son ton. Oui. Un long silence suivit. Tu es la sœur de Sabrina. Je le suis. Si elle veut quelque chose, elle peut m'appeler elle-même. Elle ne sait pas que je t'ai trouvé. Une autre pause. J'entendais le bruit de la circulation et le faible son électronique d'une portière de voiture qui se fermait. Pourquoi m'appelles-tu? Je serrais le bord du comptoir de la cuisine.
Est-ce que quelqu'un t'a déjà demandé de renoncer à tes droits parentaux il y a 13 ans? La ligne devint si silencieuse que je vérifiai si l'appel avait été coupé. Quels droits parentaux? Demanda-t-il. Pour le bébé de Sabrina. Son souffle changea. Le bébé est mort. Je fermai les yeux. Jusqu'à ce moment, une partie de moi avait encore espéré que l'histoire de Lorraine et celle de Jonah se rejoindraient quelque part au milieu. Non, dis-je. Elle n'est pas morte. Jonah ne parla pas pendant près d'une minute. Quand il le fit enfin, sa voix était tremblante. De qui parles-tu? Je ne peux pas tout expliquer par téléphone. Il y a une fille de 13 ans qui s'appelle Elsie. Je l'élève depuis le jour de sa naissance. Le nom sembla le frapper plus durement que le reste. Elsie? Oui. Il mit fin à l'appel sans dire au revoir. 20 minutes plus tard, un message apparut. J'ai besoin d'une preuve avant de croire une autre personne de ta famille. Je lui ai envoyé une copie expurgée de la photo de l'hôpital que Gabriel avait fournie. J'ai masqué les informations actuelles d'Elsie et n'ai laissé visible que la date, le visage de Sabrina, le nouveau-né et le bracelet en argent. Jonah rappela avant minuit. Où as-tu eu cette photo? Sabrina l'a gardée. Ce bracelet appartenait à ma fille. Je n'ai pas corrigé le mot. On peut se voir? Nous avons choisi le Midway Diner, un restaurant de bord de route presque exactement à mi-chemin entre Hawthorne et Ashford. 4 jours plus tard, j'ai conduit 70 minutes sous une pluie de printemps régulière et j'ai trouvé Jonah qui attendait dans une banquette au fond. Il était plus mince que le jeune homme de 18 ans dont je me souvenais. Ses cheveux avaient foncé et l'épuisement s'était installé autour de ses yeux, le faisant paraître plus vieux que 31 ans. Une veste des services d'urgence de la Navy était accrochée à côté de lui. Sur la table se trouvait une petite boîte en carton, fermée par du ruban adhésif délavé. Il se leva quand j'approchai, mais ne me tendit pas la main. Est-ce qu'elle est heureuse? Ce n'était pas la question à laquelle je m'attendais. Il n'a pas demandé si Elsie savait pour lui, si j'avais de l'argent, ou s'il pouvait réclamer une place dans sa vie. Oui, dis-je. Elle l'était, avant le mariage. En ce moment, elle est blessée et en colère. Contre toi. Contre nous tous. Il hocha la tête, comme si cette réponse avait du sens. Nous nous sommes assis, et il a poussé la boîte vers le centre de la table. C'est ce que j'ai gardé. Ce n'est pas grand-chose. À l'intérieur se trouvait un reçu de parking du centre médical du comté de Cedar, daté du jour de la naissance d'Elsie. Jonah était arrivé à 11h38 ce matin-là et était parti peu après 16h. En dessous, il y avait une capture d'écran imprimée du message envoyé depuis le téléphone de Sabrina, le bébé n'a pas survécu. S'il te plaît, ne me contacte plus. J'avais entendu ces mots dans ma mémoire, les voir imprimés rendait le mensonge fraîchement commis. Jonah me montra un dépliant plié du programme de soutien pour la perte d'un nourrisson de l'hôpital. Lorraine le lui avait envoyé une semaine après la naissance, avec une courte note tapée, signée du nom de Sabrina. S'il te plaît, laisse-moi faire mon deuil sans toi. Il n'y avait pas de certificat de décès, dit-il. J'ai demandé une fois à Lorraine. Elle a dit que l'hôpital s'était occupé de tout parce que Sabrina ne voulait pas de cérémonie. J'ai appelé l'hôpital. Mais ils n'ont rien voulu me dire. Je n'étais pas listé comme famille et Sabrina leur avait dit de ne pas me parler. As-tu parlé à un avocat? J'avais 18 ans. L'atelier de mon père faisait faillite. J'avais moins de 200 € et toutes les personnes en position d'autorité me disaient la même chose. L'hôpital disait qu'il ne pouvait pas m'aider, Lorraine disait que le bébé était mort, le téléphone de Sabrina le confirmait. Sa mâchoire se crispa. J'ai cru la personne que j'aimais. Il sortit une pile d'enveloppes scellées, attachées avec de la ficelle. Chacune était adressée seulement à « ma fille ». J'ai écrit ça pendant des années. Pour les anniversaires, surtout. Je ne les ai jamais envoyés parce que je pensais qu'il n'y avait nulle part où les envoyer. Je touchai l'enveloppe du dessus mais ne la pris pas. Qu'est-ce qui t'a fait douter de l'histoire? Les dates. Le dépliant que Lorraine a envoyé a été imprimé l'année d'avant. Le service de facturation de l'hôpital a appelé une fois l'atelier de mon père pour demander Sabrina, mais Lorraine m'avait dit qu'il n'y avait pas de facture parce que le bébé n'avait jamais quitté les soins intensifs. Il baissa les yeux sur ses mains. Surtout, j'en ai douté parce que je connaissais Sabrina. Même si elle me détestait, elle aurait choisi un nom. Elle m'aurait dit où le bébé était enterré.
Il plongea la main dans la boîte et en sortit un bon de commande d'une petite bijouterie. Un bracelet en argent pour nourrisson avait été acheté 2 mois avant la naissance. Le champ de gravure contenait une seule lettre, E. On a choisi Elsie, dit-il. Sabrina aimait les prénoms qui sonnaient comme s'ils sortaient de vieux livres. J'ai commandé le bracelet avant même de savoir s'il irait. Elle l'a toujours. Jonah se pinça les lèvres et regarda vers la fenêtre striée de pluie. 7 ans plus tôt, il avait envoyé une dernière lettre à Sabrina, par courrier recommandé. Il l'avait adressée à la maison de Lorraine, car c'était la seule adresse fiable qu'il connaissait. « Que as-tu écrit ?» demandai-je. « Une seule question, est-ce que ta mère m'a menti à propos de notre bébé ?» Le système de suivi montrait que l'enveloppe avait été livrée. Jonah avait imprimé la page de statut de base des années auparavant. Mais elle n'incluait pas la signature du destinataire. Il n'avait jamais reçu de réponse. « Je pourrais peut-être accéder à l'ancien compte d'expédition, dit-il. Si le dossier détaillé existe encore, il montrera peut-être qui a signé. Pourquoi as-tu attendu 6 ans pour l'envoyer? Parce que le doute est plus facile quand il est petit. Une fois que tu poses la question, tu dois survivre à la réponse. Il me regarda droit dans les yeux. Pourquoi ne m'as-tu pas trouvé? J'aurais pu blâmer Lorraine, le dossier incomplet ou la peur qu'elle avait semé en moi. Toutes ces choses étaient vraies, mais aucune n'était la vérité complète. Je croyais que tu étais parti, dis-je. Puis j'ai remarqué que les papiers d'adoption ne contenaient pas la renonciation que Lorraine prétendait que tu avais signée. J'ai posé la question une fois, accepté son explication et cessé de chercher. Parce que j'avais peur que quelqu'un puisse m'enlever Elsie. Jonah ne me pardonna pas. Il ne m'accusa pas non plus. Donc, personne ne m'a cherché, parce que mon absence facilitait la vie de tout le monde. La serveuse s'approcha, vit que ni l'un ni l'autre n'avions touché les menus, et s'éloigna discrètement. Je suis désolé, dis-je. Je sais que tu l'as élevé. Je ne prétends pas que ça ne signifie rien. Il ferma la boîte. Mais j'ai pleuré un enfant vivant pendant 13 ans. Avant de partir, Jonah sortit une enveloppe de la pile. Le papier avait jauni sur les bords. J'ai écrit ça la nuit avant sa naissance. Je ne te demande pas de l'ouvrir. Je ne te demande pas de la lui donner aujourd'hui. C'est à Elsie, c'est elle qui décide. Je plaçai la lettre scellée dans mon sac. Il ne demanda pas à me suivre chez moi. Il n'exigea pas de photos ni de rencontres. Il me demanda seulement de lui dire si Elsie était en sécurité, après qu'elle ait appris la vérité. Quand je suis rentré à Hawthorne, la maison était silencieuse. Elsie était assise à la table de la salle à manger, la boîte de dossiers grise ouverte devant elle. Une vieille photo était posée entre ses mains. Elle montrait Jonah à 18 ans, à côté de l'atelier de réparation de son père, souriant maladroitement pendant que Sabrina s'appuyait sur son épaule. Elsie leva les yeux vers moi. « C'est mon père ?» demanda Elsie. Je posai mon sac sur la table et m'assis en face d'elle. Il s'appelle Jonah Reed. Je l'ai rencontré aujourd'hui. Ses yeux se posèrent sur l'enveloppe scellée dans ma main. Est-ce qu'il savait que j'étais en vie? Non. Lorraine lui a dit que tu étais morte après ta naissance. Un message est venu du téléphone de Sabrina lui disant de ne plus la contacter, et l'hôpital ne lui a donné aucune information parce qu'il n'avait pas été légalement établi comme ton père. Elsie baissa les yeux sur la photo. Jonah y avait 18 ans, portant une chemise de travail délavée et souriant comme s'il n'avait pas encore appris à quelle vitesse les adultes pouvaient réécrire une vie. Et Sabrina savait. Elle savait que tu étais en vie. Je n'ai pas prouvé exactement quand elle a appris que Jonah te croyait morte. Jonah lui a envoyé une lettre il y a 6 ans pour lui demander si Lorraine lui avait menti, mais nous ne savons pas encore si Sabrina l'a personnellement reçue. Qu'est-ce que tu sais? La question n'était pas colérique. Elle était plus difficile que la colère, car elle m'obligeait à séparer les faits de toutes les explications que j'avais héritées. Je sais que Sabrina t'a mise au monde. Je sais que Jonah est ton père biologique. Je sais que Lorraine m'a dit que Jonah t'avait abandonné, pendant qu'elle lui disait que tu étais morte. J'ai toujours su que Sabrina était ta mère biologique. Je ne savais pas que Jonah te pensait morte. Mais je savais que les dossiers ne contenaient pas la renonciation signée que Lorraine prétendait exister. J'ai posé une question, accepté sa réponse et arrêté de chercher. La bouche d'Elsie se serra. Tu m'as toujours dit que notre famille ne gardait pas de secret. Je sais.
Tu as dit que les adultes devaient dire la vérité aux enfants d'une manière qu'ils peuvent comprendre. Je l'ai dit parce que j'y croyais. J'ai échoué à le faire quand la vérité a menacé quelque chose que j'avais peur de perdre. Son regard s'aiguisa. Moi. Oui. Le mot ne m'excusait pas, mais c'était la réponse qu'elle méritait. J'avais peur que si je te disais que Sabrina était ta mère, tu la regarderais différemment. J'avais peur qu'elle puisse changer d'avis, ou que Jonah puisse apparaître, ou qu'un tribunal puisse remettre en question l'adoption. J'avais aussi peur que tu puisses aimer l'un d'eux plus que moi. Et décider que j'étais seulement la personne qui t'avait élevé en attendant ta vraie famille. Elsie tressaillit à cette expression. Tu es ma vraie famille. Je suis ta mère parce que je t'ai élevé et que je suis resté. Mais je ne peux pas utiliser cette vérité pour effacer les personnes dont tu es issu, ni pour décider ce que tu as le droit de savoir. Elle repoussa la photo. Vous avez tous décidé de ce que je pouvais supporter. Lorraine a décidé que je pouvais supporter de ne pas avoir de père. Sabrina a décidé que je pouvais supporter d'être traitée comme une étrangère. Tu as décidé que je pouvais mieux supporter un mensonge que la vérité. Oui. Tu vas continuer à être d'accord avec moi jusqu'à ce que j'arrête d'être en colère? Non. Tu peux rester en colère aussi longtemps que tu en as besoin. Je ne te demande pas de me pardonner ce soir. Je posai la lettre scellée de Jonah sur la table. Son nom n'était pas écrit dessus. L'enveloppe disait seulement « Ma fille », d'une écriture qui s'était estompée mais restait soignée. Il a écrit ça la nuit avant ta naissance. Il me l'a donnée parce qu'il pense qu'elle t'appartient. Je ne l'ai pas ouverte. Elsie toucha un coin de l'enveloppe. Tu veux que je la lise? Ce que je veux n'est pas la question. Elle m'étudia, peut-être pour tester si je le pensais vraiment. Puis elle fit glisser la lettre vers elle, sans briser le sceau. Je veux le rencontrer. Une fois. Mon estomac se serra, mais je n'ai pas discuté. D'accord. Je choisis où? La petite salle de programme de la bibliothèque, après la fermeture. Parce que je connais le bâtiment et qu'il y a des caméras dans le couloir. C'est raisonnable. Sabrina et Lorraine ne peuvent pas le savoir. Elles ne l'apprendront pas de moi. Tu ne réponds pas aux questions à ma place. Si je ne peux pas répondre à quelque chose, je le dirai. Je comprends. Et il ne me prend pas dans ses bras, à moins de demander d'abord. Je le lui dirai avant son arrivée. Elle ramassa la lettre et la porta à l'étage. Le sceau resta intact. 3 soirs plus tard, je fermai à clé les portes d'entrée de la bibliothèque à 19h et conduisis Elsie dans la petite salle de programme où j'animais habituellement des groupes de lecture. La pièce contenait une table ronde, 6 chaises, un distributeur d'eau et une étagère de jeux de société. Sa simplicité était délibérée. Je ne voulais pas que leur première rencontre ait lieu dans un restaurant où des inconnus pourraient écouter, ou chez nous où la présence de Jonah pourrait ressembler à une invasion. Il arriva 5 minutes en avance et attendit dehors jusqu'à ce que j'ouvre l'entrée latérale. Il portait un jean foncé et une chemise grise propre, plutôt que son uniforme des services d'urgence. La boîte en carton du dîner n'était pas avec lui. Avant d'entrer, je lui rappelai les règles d'Elsie. Je suivrai chacune d'elles, dit-il. Si elle me demande de partir, je pars. Elsie se tenait près de la fenêtre lorsque nous sommes entrés. Elle avait remis le bracelet en argent, bien que la lettre soit restée dans son sac à dos. Jonah s'arrêta à plusieurs mètres. Son visage changea quand il la vit, mais il ne s'avança pas. « Bonjour Elsie, dit-il. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. » Elle le regarda longuement. « Tu trouves que je ressemble à Sabrina? Tu as certains de ses traits. Tes yeux ressemblent à ceux de ma mère. Est-ce qu'elle est en vie? Elle l'est. Elle ne sait pas encore pour toi. Je ne le dirai à personne, à moins que tu ne dises que je peux. » Elsie s'assit et Jonah prit la chaise en face d'elle. J'en choisis une près du mur, assez loin pour être présente sans m'asseoir entre eux. « Pourquoi as-tu arrêté de chercher ?» demanda Elsie. Jonah posa ses mains sur la table. « Parce que j'avais 18 ans, j'étais effrayé et pauvre. Je ne comprenais pas quels droits légaux j'aurais pu avoir. L'hôpital ne voulait pas me parler. Ta grand-mère m'a dit que tu étais morte. Et un message de Sabrina l'a confirmé. Je les ai crus parce qu'ils étaient plus âgés et semblaient certains. Tu as envoyé une lettre plus tard. Je l'ai fait. À ce moment-là,
J'avais passé des années à me dire que le doute n'était que du chagrin. Quand j'ai finalement demandé à Sabrina si Lorraine avait menti, personne n'a répondu. J'aurais dû insister. J'aurais dû engager quelqu'un, fouiller les archives publiques. Ou continuer à demander jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? J'avais peur que la réponse soit que tu étais vraiment morte. J'avais aussi peur d'avoir attendu si longtemps que je n'avais plus le droit de perturber la vie de Sabrina. Ces peurs ne rendent pas ma décision bonne. Elles ne font que l'expliquer. Elsie hocha la tête une fois. Elle ne le réconforta pas, c'est toi qui as choisi mon nom. Ta mère et moi l'avons choisi ensemble. Sabrina aimait le nom Elsie à cause d'un personnage dans un vieux roman. Je l'aimais parce que ma grand-mère s'appelait Élise, mais je ne voulais pas que tu aies l'impression d'avoir été nommé d'après quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Voudrais-tu que je le change, si c'est elle qui l'a choisi? Non. Ton nom t'appartient maintenant. Tout ce qui concerne ta vie t'appartient. Elsie retira sa manche et lui montra le bracelet. Le souffle de Jonah se coupa, mais il garda ses mains de son côté de la table. J'ai commandé ça avant ta naissance, dit-il. Il semblait incroyablement petit quand je l'ai récupéré. Sabrina m'a dit de l'enlever avant les photos de mariage. Son expression se durcit, puis s'adoucit avant qu'il ne parle. Je suis désolé qu'elle ait fait ça. Tu n'as pas à t'excuser pour elle. Tu as raison. Elle ouvrit son sac à dos et posa la lettre scellée sur la table. Je n'ai pas encore lu ça. Tu n'es pas obligé. Je le ferai peut-être. C'est ta décision. La rencontre dura 42 minutes. Elsie posa des questions sur le travail de Jonah, s'il avait d'autres enfants et s'il s'était déjà marié. Il répondit qu'il travaillait en ambulance, n'avait pas d'autres enfants et ne s'était jamais marié. Il n'offrit pas d'explication tragique pour chaque année de sa vie. Il répondit simplement à ce qu'elle demandait. Quand il fut temps de partir, Jonah se leva mais ne tendit pas la main vers elle. « Pourrais-je te revoir un jour ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas encore. C'est juste. » Elsie remit la lettre dans son sac. Elle ne l'appelait toujours pas « papa ». Elle se contint jusqu'à ce que nous atteignions la voiture. Puis, elle s'assit sur le siège passager et se mit à pleurer. Silencieusement d'abord, puis de tout son corps. Je voulus la serrer contre moi, mais quand je déplaçai ma main du volant, elle secoua la tête. « S'il te plaît, non. » Je reposai ma main sur mes genoux. « Je suis là. » Elle pleura jusqu'à ce qu'elle puisse respirer à nouveau de manière régulière. Puis, je nous ai ramenés à la maison sans lui demander d'expliquer ce que la rencontre avait changé. Lorraine attendait sur notre porche quand nous sommes arrivés. Elle se leva dès que les phares balayèrent la cour et regarda le sac à dos d'Elsie avant de se tourner vers moi. « Si Jonah conteste cette adoption, dit-elle, tu pourrais la perdre. » Elsie s'arrêta à côté de la voiture, le visage encore gonflé par les larmes. Ma mère se tenait sous la lumière du porche dans un manteau crème, assez composé pour que la menace ressemble à un conseil pratique. « Tu nous as suivis ici pour lui faire peur ?» demandai-je. « Je suis venu pour t'empêcher de détruire le peu de stabilité qui reste. » Lorraine jeta un coup d'œil à Elsie. « Rentre, ma chérie. Ta mère et moi devons discuter de choses d'adultes. » Elsie resserra sa prise sur son sac à dos. « Les choses d'adultes me concernent. » La bouche de Lorraine se durcit. C'est exactement ce qui arrive quand on donne des informations aux enfants avant qu'ils ne soient émotionnellement préparés. Je me plaçai entre elles. Tu n'as plus le droit de décider de ce pourquoi elle est préparée. Elle a 13 ans, Camille. Tu savais que Sabrina était sa mère et tu as quand même gardé l'enfant. Si Jonah trouve un avocat prêt à plaider la fraude, il pourra dire que tu as participé à l'enlèvement de sa fille. Les mots ravivèrent la peur qu'elle avait plantée des années plus tôt. Je la sentis, mais je ne confondais plus la peur avec la preuve. Jonah ne m'a pas menacé, dis-je. Il le fera, une fois que quelqu'un lui expliquera ce qu'il peut y gagner. Tu penses toujours que toute relation est une transaction. Lorraine baissa la voix. Je te propose une solution. Tiens Jonah éloigné d'Elsie. Sabrina s'excusera en privé pour ce qu'elle a dit. Gabriel peut être persuadé d'arrêter de faire circuler des informations médicales, et la famille présentera l'incident du mariage comme un malentendu émotionnel. Pas d'avocat. Pas d'accusation publique, pas de tribunal examinant comment tu as obtenu la garde. Elsie me contourna et déverrouilla la porte d'entrée. Avant d'entrer,
Elle se retourna vers Lorraine. Tante Sabrina n'a rien mal compris. L'expression de Lorraine vacilla, mais Elsie ferma la porte avant qu'elle ne puisse répondre. Je restai sur le porche. Tu n'entres pas. Je vous ai protégés toutes les trois. Tu as protégé l'avenir que tu avais choisi pour Sabrina, et tu as reçu l'enfant que tu ne pouvais pas avoir toi-même. La cruauté de la phrase était délibérée. Lorraine avait toujours su sur quelle blessure privée appuyer lorsque la raison ne fonctionnait plus. Je n'ai pas reçu un cadeau, dis-je. J'ai élevé une personne. Tu l'as traitée comme un objet que tu pouvais déplacer de la vie d'une fille à celle de l'autre. Si tu avais refusé, elle aurait pu finir en famille d'accueil, ou Jonah aurait pu l'élever, ou Sabrina aurait pu prendre une décision différente si tu avais cessé de contrôler chaque voix dans la pièce. Le regard de Lorraine se déplaça vers la maison. Fais attention, Camille. Un tribunal pourrait ne pas voir tes choix aussi favorablement que toi. Alors je demanderai à quelqu'un qui comprend la loi, au lieu de quelqu'un qui l'utilise comme une menace. Je la regardai partir en voiture avant d'entrer. Le lendemain matin, j'ai contacté le programme d'aide aux employés disponible pour les fonctionnaires municipaux. Les 30 premières minutes avec une avocate en droit de la famille étaient gratuites. Je les ai utilisées, expliquant l'adoption, la renonciation manquante de Jonah, la fausse adresse de Lorraine, et le fait que le placement n'avait pas été contesté pendant 13 ans. L'avocate, Marisol Grant, ne m'a pas rassuré avec des promesses. Elle a demandé quels documents je possédais, si Jonah avait été légalement identifié comme le père, s'il voulait changer la garde, et ce qu'elle-ci comprenait actuellement. Lorsque la session gratuite s'est terminée, j'ai payé 325 € de mon compte d'urgence pour continuer pendant une autre heure. Voir le solde baisser faisait mal, mais l'incertitude avait déjà coûté plus cher à ma fille. Marisol expliqua que les preuves de tromperie n'annulaient pas automatiquement une adoption vieille de 13 ans. Toute tentative de changer le statut légal d'Elsie nécessiterait une procédure formelle, une preuve d'intérêt à agir, une explication pour le retard, et un examen de l'intérêt supérieur d'Elsie. Le manque de notification à Jonah pouvait compter, mais son inaction ultérieure aussi. L'ordonnance d'adoption finale, mes années en tant que parent d'Elsie, ainsi que l'âge et les souhaits d'Elsie elle-même. Donc personne ne peut simplement arriver et me la prendre, demandai-je. Pas simplement, dit Marisol, mais je ne vous dirai pas qu'il n'y a aucun risque juridique avant d'avoir examiné le dossier complet et de connaître l'historique juridictionnel. Ne détruisez rien. Conservez les messages, les preuves de livraison. Les documents judiciaires et les documents fournis par Gabriel. Ne publiez pas les informations médicales ou d'adoption d'Elsie en ligne, même si Sabrina parle publiquement en premier. Elle a également conseillé à Jonah d'obtenir un conseil juridique indépendant s'il voulait des conseils légaux, afin d'empêcher quiconque de prétendre que nous avions coordonné une histoire. Je suis parti sans aucune garantie, mais la menace de Lorraine avait perdu son pouvoir magique. Il y avait un processus entre la peur et la conséquence. Cet après-midi-là, j'ai demandé à Lorraine de me retrouver dans un café calme près des bureaux municipaux. J'ai choisi un lieu public parce qu'elle se comportait différemment lorsque d'autres personnes pouvaient l'observer, bien qu'elle ait quand même choisi la chaise faisant face à la porte. J'ai consulté une avocate, dis-je. Ses doigts s'arrêtèrent autour de sa tasse de café. Tu envenimes inutilement les choses. J'ai besoin que tu me dises exactement ce qui s'est passé quand Jonah est venu à l'hôpital. Je t'ai dit ce qui s'est passé. Tu m'as dit qu'il avait abandonné Sabrina. Jonah a le reçu de parking du jour de la naissance d'Elsie. Il était là pendant plus de 4 heures. Lorraine regarda par la fenêtre. C'était un garçon de 18 ans sans argent, sans formation, et avec un père dont l'entreprise s'effondrait. Ce n'est pas une réponse. Il aurait lié Sabrina à une vie qu'elle avait déjà dépassée. Alors tu lui as dit que le bébé était mort. J'ai mis fin à une situation que vous n'étiez capable de gérer aucune de vous. L'aveu arriva sans excuse. Tu lui as envoyé une brochure sur la perte d'un nourrisson. Je lui ai offert une conclusion. Tu lui as offert du chagrin. Je lui ai donné l'occasion de recommencer. Toi, tu es devenue mère. Sabrina a terminé ses études et s'est construit un avenir. Jonah était libre de faire de même. Et Elsie? Elle a été aimée. Par moi. Pas grâce à toi. Le visage de Lorraine se crispa. Ne prétends pas que tu t'es opposé au résultat. Tu as signé les papiers. Je l'ai fait. Et je passerai le reste de ma vie à être honnête sur le rôle que la peur a joué dans cette décision.
Mais tu as divisé nos vies comme si tu distribuais des biens. Sabrina a reçu un avenir, j'ai reçu un enfant, Jonah a reçu un mensonge. Et Elsie a reçu une histoire familiale avec la moitié des noms effacés. Sa tasse toucha la soucoupe avec un petit cliquetis. Au mariage, dis-je, quand Sabrina a traité Elsie de fardeau, tu as dit tout comme sa mère. De quelle mère parlais-tu? Lorraine ne répondit pas. Parlais-tu de moi, parce que tu voulais que la salle croie que j'avais été abandonné? Ou parlais-tu de Sabrina, parce que tu savais que la femme qui rejetait Elsie était la même que celle qui lui avait donné naissance? Son silence confirma que la phrase n'avait jamais été négligente. Elle avait été conçue pour me blesser tout en rappelant à Sabrina le secret que Lorraine contrôlait toujours. Vous saviez toutes les deux exactement ce que vous faisiez, dis-je. Sabrina était humiliée et effrayée. Elle avait 30 ans et tenait un micro. Lorraine se leva. Quand cela deviendra public, ne t'attends pas à ce que je te protège. Tu ne m'as jamais protégé. Tu as protégé la version de notre famille qui exigeait que je reste silencieuse. Le temps que je rentre à la maison, Sabrina avait publié une déclaration. Elle ne mentionnait pas le nom d'Elsie. Elle se décrivait comme une femme forcée, alors qu'elle était encore mineure, de céder un enfant sous la pression familiale. Elle m'accusait d'avoir profité de sa vulnérabilité et d'occuper un rôle maternel qui n'aurait jamais dû m'appartenir. Elle disait que Gabriel avait exposé des informations médicales privées pendant le jour le plus important de sa vie, et que des membres de sa famille avaient utilisé le mariage pour la punir d'un traumatisme qu'elle n'avait jamais été autorisée à surmonter. La déclaration était soigneusement rédigée. Chaque phrase contenait assez de vérité pour soutenir le mensonge qui l'entourait. Les commentaires se multiplièrent en dessous. Certains condamnaient son discours, mais d'autres la qualifiaient de survivante. Plusieurs accusaient Gabriel de violer sa vie privée. Une femme écrivit que les parents adoptifs effacent souvent les jeunes mères, puis les dépeignent comme instables lorsqu'elles essaient de parler. J'aurais pu répondre avec la photo de l'hôpital, ma lettre, le dossier d'adoption et le message de Jonah. J'aurais pu montrer au monde que Sabrina avait passé des années à éviter Elsie pendant que je m'occupais de toutes les responsabilités ordinaires de la maternité. Au lieu de cela, j'ai fermé la page. Elsie a trouvé le message par elle-même. Elle l'a lu à la table de la cuisine, son expression devenant immobile. Elle m'appelle l'enfant placé dans une autre famille, dit-elle. Elle ne peut même pas dire que je suis sa fille. Elle essaie peut-être d'éviter d'exposer ton identité. Elle en a assez exposé pour que des étrangers se disputent pour savoir à qui j'appartiens. Je m'assieds à côté d'elle mais ne la touchez pas, je ne publierai pas tes dossiers pour me défendre. Les gens la croiront. Certains, oui. Et ça te va? Non. Mais gagner une dispute ne vaut pas la peine de transformer ta naissance, ton adoption et le chagrin de ton père en preuve publique. Elsie regarda de nouveau la déclaration de Sabrina. Elle m'a abandonné 2 fois. La première fois, elle avait 17 ans et peur. Cette fois, elle s'est tenue devant tout le monde et a choisi de le faire. Mon téléphone vibra contre la table. Le message venait de Jonah. J'ai réussi à accéder à l'ancien compte d'expédition. L'avis de livraison détaillé était toujours archivé. Je t'envoie le PDF maintenant. Une pièce jointe apparut sous son message. La lettre recommandée avait été livrée 7 ans plus tôt à l'adresse de Lorraine. La page indiquait la date, l'heure exacte et la signature électronique du destinataire. J'ouvris le PDF. Reçu par Sabrina Dawson. L'avis de livraison supprimait le dernier refuge de Sabrina. La lettre de Jonah avait atteint la maison de Lorraine 7 ans plus tôt. Quelqu'un l'avait signée à 14h14 un mardi après-midi, et l'archive nommait clairement cette personne, Sabrina Dawson. J'ai envoyé l'avis à Marisol, ainsi que la copie de la lettre de Jonah. Il n'avait écrit qu'une seule page. Est-ce que ta mère m'a menti à propos de notre bébé? J'ai besoin de savoir si j'ai passé 6 ans à pleurer un enfant qui est toujours en vie. Marisol organisa une réunion privée 4 jours plus tard. Elsie n'y assista pas. Je ne la mettrai pas dans une pièce où les adultes qui avaient façonné son passé se disputaient pour savoir quelle douleur comptait le plus. Jonah resta également à l'écart. Il dit que Sabrina méritait de répondre à la question sans utiliser sa présence comme une excuse pour transformer la réunion en une bataille pour la garde. La salle de conférence était petite et sans fenêtre. Sabrina était assise à côté de son avocat à une extrémité de la table. Lorraine n'était pas invitée. Gabriel occupa la chaise la plus proche de la porte,
car il avait accepté de confirmer uniquement ce dont il avait été personnellement témoin, puis de partir. Sabrina portait un tailleur bleu marine au lieu de la robe blanche dans laquelle je l'avais vue la dernière fois. Sans le voile, les fleurs et l'éclairage soigneusement arrangés, elle paraissait plus jeune et plus fatiguée. Pendant un instant, je revis la jeune fille de 17 ans qui avait pleuré dans mon appartement en tenant un test de grossesse positif. Puis elle me regarda et dit, « Tu as enfin eu ce que tu voulais. Je voulais qu'Elsie quitte ton mariage sans être publiquement humiliée. Tu voulais que tout le monde me voie comme un monstre pour que tu puisses rester la sœur héroïque qui a pris mon bébé. » Son avocat lui toucha le poignet, mais Sabrina s'écarta. « J'avais 17 ans, poursuivit-elle. Maman contrôlait mon téléphone. Mes rendez-vous médicaux et chaque personne autorisée à s'approcher de moi. Elle a décidé que le bébé irait à toi avant même que quiconque ne me demande ce que je voulais. Tu es sorti de l'hôpital en tenant ma fille et tout le monde t'a félicité de l'avoir sauvée. Je sais que Lorraine te contrôlait, dis-je. Je sais que tu avais peur et qu'on t'a refusé un vrai choix. Je sais aussi que j'ai accepté un processus que j'aurais dû questionner plus attentivement. » L'expression de Sabrina changea, comme si elle s'était préparée à la résistance mais pas à l'accord. « Tu aurais dû me la rendre quand j'étais prête. » « Quand étais-tu prête ? » Elle ouvrit la bouche, puis s'arrêta. « À 18 ans ? » demandai-je. « À 21 ? À 23, quand la lettre de Jonah est arrivée ? À 30, quand tu as ordonné à Elsie de sortir de tes photos de famille ? Je ne savais pas ce que contenait cette lettre avant de signer. Marisol posa l'avis de livraison sur la table. Personne n'a prétendu que la signature prouve ce que vous saviez avant d'ouvrir l'enveloppe. La question est de savoir ce que vous avez fait après. Sabrina fixa le papier. Tu l'as lu, dis-je. Son avocat se pencha vers elle. Sabrina l'ignora. Oui, dit-elle. Je l'ai lu. Gabriel baissa les yeux. Il en avait su assez pour annuler le mariage, mais l'aveu semblait clore quelque chose en lui. Que as-tu fait ? demandai-je. Je suis allé à Ashford. La réponse me surprit, bien qu'elle n'adoucit pas ce qui suivit. Sabrina avait trouvé le lieu de travail de Jonah grâce à un annuaire en ligne. Elle conduisit 2 heures et se gara en face de la station d'ambulance vers la fin de son service. Elle le regarda sortir, tenant un gobelet en papier, parler à un autre ambulancier et monter dans une vieille berline. « Pourquoi ne l'as-tu pas approché ? demandai-je. Parce que j'avais passé 6 ans à croire qu'il avait tourné la page. Puis je l'ai vu, et soudain, j'avais de nouveau 17 ans. J'entendais maman me dire qu'il prendrait Elsie, que tu la perdrais, que tout ce que nous avions de bon s'effondrerait. Il demandait si son enfant était en vie. Je sais ce qu'il a demandé. Tu l'as laissé continuer à croire qu'elle était morte. » Sabrina se pressa le bout des doigts contre les tempes. Au début, je me suis dit que j'avais besoin de temps. Puis une semaine a passé. Puis un mois. Chaque année après ça, le lui dire devenait pire, parce que j'aurais aussi dû expliquer pourquoi j'avais attendu. Alors tu as de nouveau choisi le silence. J'ai choisi de ne pas détruire 3 vies pour une décision que je n'ai pas prise. Tu n'as pas pris la première décision, dis-je. Tu as pris toutes les décisions après avoir appris la vérité. Son visage se crispa. Tu penses qu'avoir 23 ans me rendait libre ? Maman contrôlait toujours la famille. Tu avais Elsie. Jonah avait construit une autre vie. Qu'est-ce que j'étais censé faire ? Apparaître et annoncer que tout le monde vivait dans un mensonge ? Oui. Tu étais censé dire la vérité et accepter que tu ne pouvais pas contrôler ce qui se passerait ensuite. Gabriel parla pour la première fois. C'est ce que tu m'as demandé de faire chaque fois que nous discutions de mariage. Tu disais que l'honnêteté comptait, même quand elle coûtait cher. Sabrina se tourna vers lui. J'allais te le dire. Quand ? Après le mariage ? Tu m'as dit que le bébé était mort. Puis, quand tu as su que j'avais commencé à douter de cette histoire, tu as utilisé ton discours de mariage pour traiter Elsie d'orpheline de père. Sabrina baissa les yeux sur la table. Gabriel continua. Je n'ai pas annulé la cérémonie parce que tu es tombée enceinte à 17 ans. Je ne t'aurais pas jugé pour ça. Je l'ai annulée parce que tu m'as menti, renié un enfant vivant, et l'as délibérément humilié devant une salle pleine d'adultes. J'ai paniqué, dit Sabrina. Tu as préparé ce discours. Ses yeux s'emplirent de larmes. Je pensais que si tout le monde m'entendait l'appeler ma nièce,
si j'avais l'air assez sûr de moi, tu arrêterais de te poser des questions. La confession rendit la cruauté plus précise. Tu as pensé que si tu étais assez froide avec Elsie, dis-je, personne ne croirait que tu étais sa mère. Sabrina hocha la tête une fois. Tu as utilisé sa douleur comme preuve pour ton mensonge. Je ne m'attendais pas à ce que la salle réagisse comme ça. Tu as traité une fille de 13 ans de fardeau que personne ne voudrait jamais. À quelle réaction t'attendais-tu? Elle regarda vers Gabriel. J'étais terrifié à l'idée de te perdre. Tu m'as perdu avant même de prendre le micro, dit-il. Le discours m'a seulement montré pourquoi. Sabrina tendit la main à travers la table, mais il se leva avant qu'elle ne puisse le toucher. S'il te plaît, ne pars pas, dit-elle. On peut tout reporter. J'irai en thérapie. Je te dirai tout ce que tu veux savoir. Il ne s'agit plus de satisfaire mes questions. Il fit un signe de tête à Marisol, puis à moi. Il ne se retourna pas lorsque Sabrina l'appela de nouveau. La porte se referma derrière lui, laissant sa main tendue au-dessus de la chaise vide. Pendant plusieurs secondes, personne ne parla. Puis l'avocat de Sabrina ouvrit un dossier. Ma cliente est prête à discuter d'une résolution privée qui protège la mineure impliquée. Sabrina proposa de créer un fonds universitaire pour Elsie. Elle présenterait des excuses pour le discours du mariage, mais ne s'identifierait pas publiquement comme la mère biologique d'Elsie. Elle quitterait entièrement nos vies si j'acceptais de déclarer que les spéculations en ligne sur son lien avec Elsie étaient fausses. Elle voulait aussi que je tienne Jonah à l'écart. Il est instable après ce qui s'est passé, dit-elle. Tu ne peux pas savoir ce qu'il exigera. Il n'a rien exigé, répondis-je. Il le fera. Tu essaies encore de décider de l'avenir de tout le monde avant qu'il n'ait le droit de parler. Je propose à Elsie une sécurité financière. L'argent n'achète pas le droit de définir son histoire. La voix de Sabrina s'aiguisa. Tu penses avoir ce droit parce que tu l'as élevée. Avant, je pensais que l'élever me donnait le droit de décider quand elle pourrait savoir la vérité. J'avais tort. Je ne répéterai pas cette erreur pour ton bénéfice. Marisol posa nos conditions sur la table. Sabrina devait retirer la déclaration m'accusant d'exploiter sa vulnérabilité. Toute correction devait reconnaître que ses affirmations sur ma conduite étaient inexactes, sans révéler l'identité d'Elsie, les dossiers d'adoption ou les informations médicales. Elle devait cesser de contacter Elsie directement, à moins qu'Elsie ne le demande. Si elle continuait les accusations publiques ou la pression privée, nous utiliserions les voies légales appropriées concernant le harcèlement, la vie privée et les fausses déclarations. Il n'y aurait pas de spectacle public de ma part, mais il n'y aurait pas non plus de nouveaux mensonges familiales. Sabrina regarda de nouveau l'avis de livraison. Si j'accepte, vas-tu dire à tout le monde que je suis sa mère? Non. L'histoire d'Elsie ne m'appartient pas, diras-tu à Jonah de rester loin d'elle? Non. Son visage se crispa de colère et de peur. Alors, qu'est-ce que j'y gagne, exactement? L'opportunité de cesser de causer plus de tort. Elle me fixa comme si je n'avais rien offert. Puis sa voix baissa. Est-ce qu'Elsie sait que je suis sa mère? Elle sait qui lui a donné naissance, dis-je. Quant à savoir si elle t'appellera un jour sa mère, ce n'est plus ta décision. Sabrina retira sa déclaration le lendemain matin. À midi, elle l'avait remplacée par 4 paragraphes soigneusement rédigés, reconnaissant qu'elle avait fait des affirmations inexactes sur ma conduite et avait parlé d'une mineure d'une manière nuisible et inappropriée. Elle n'identifia pas Elsie, ne mentionna pas l'adoption, et n'admit pas publiquement qu'elle lui avait donné naissance. Ce n'était pas la confession que les étrangers voulaient, c'était la correction dont Elsie avait besoin. Gabriel publia sa propre déclaration par l'intermédiaire du lieu de mariage. Il dit que la cérémonie avait été annulée avant son commencement en raison de sérieuses préoccupations concernant l'honnêteté et la conduite envers un enfant. Il demanda aux invités de ne pas faire circuler de photos, de vidéos ou de spéculations sur tout mineur ayant assisté à l'événement. Il ne mentionna pas la grossesse de Sabrina. Il ne nomma pas Elsie. Il ne transforma pas des dossiers privés en preuve qu'il avait eu raison. L'école où travaillait Sabrina reçut plusieurs plaintes de parents qui avaient assisté au mariage. Au moins 2 invités soumirent des vidéos montrant le discours avant que Gabriel n'ordonne de baisser les téléphones. D'autres donnèrent des témoignages écrits. Les ressources humaines placèrent Sabrina en congé administratif de ses fonctions impliquant un contact direct avec les parents pendant que l'école enquêtait. Personne ne la renvoya cet après-midi-là.
Aucune police n'arriva à son appartement. Les conséquences passèrent par des réunions, des politiques et des entretiens, plutôt que par la punition spectaculaire que les gens en ligne exigeaient. L'enquête portait sur sa décision d'humilier publiquement une jeune de 13 ans tout en occupant un poste fondé sur la confiance avec les familles. Elle ne concernait pas le fait qu'elle était tombée enceinte à 17 ans. Cette distinction comptait pour moi, même si Sabrina refusait de la voir. Marisol envoya à Lorraine un avis formel lui demandant de conserver chaque document, message, carnet d'adresses et correspondance liées à la naissance et à l'adoption d'Elsie. Détruire quoi que ce soit après avoir reçu cet avis pourrait créer des conséquences que Lorraine ne pourrait pas justifier comme un malentendu familial. Je lui ai également dit par écrit qu'elle ne devait pas contacter Elsie directement, visiter notre maison, se présenter à l'école ou envoyer des messages par des parents. Toute communication future devait passer par moi ou Marisol. Lorraine répondit par une seule phrase. « Tu laisses une enfant effrayée dicter la destruction de cette famille. » Je n'ai pas répondu. Perdre le contrôle était la première conséquence que ma mère n'avait jamais été incapable de négocier. Elsie évita Internet pendant ces jours. Elle en savait assez pour comprendre que les gens se disputaient à notre sujet, mais elle ne chercha pas toutes les opinions. Au lieu de cela, elle transportait la lettre scellée de Jonah de sa chambre à la cuisine et vice-versa, sans l'ouvrir. Le dimanche après-midi, elle la posa sur la table entre nous. « Je veux que tu sois là pendant que je la lis, dit-elle. Mais je ne veux pas que tu lises par-dessus mon épaule. » Je m'assis à l'autre bout de la table. Elsie glissa un doigt sous le vieux sceau et déplia 2 pages écrites 13 ans plus tôt. Elle lut en silence au début. Ses yeux ralentirent vers le milieu et son pouce se pressa contre le bord du papier. « Qu'est-ce qu'il dit ?» demandai-je, seulement après qu'elle eut levé les yeux. « Il dit qu'il a peur. » Elle tourna la première page, sans me l'attendre. L'écriture de Jonah était plus fine à l'époque, les lettres soigneusement formées, comme s'il s'attendait à ce que son enfant les examine un jour. Il avait écrit la lettre la nuit avant le déclenchement programmé de Sabrina. Il admettait qu'il n'avait aucune idée de comment tenir un nouveau-né, calmer une fièvre ou gagner assez d'argent pour subvenir aux besoins de 3 personnes. Il disait qu'il avait peur que Sabrina finisse par réaliser que l'amour ne suffisait pas à régler tout ce qui lui manquait. Puis il écrivait que la peur ne signifiait pas qu'il voulait partir. Il prévoyait de commencer une formation médicale d'urgence, de travailler la nuit et d'apprendre chaque tâche qu'un père était censé connaître. Il promettait qu'il ne prétendrait pas avoir des réponses qu'il n'avait pas. Vers le bas de la 2e page, Jonah décrivait le bracelet. « Ta mère et moi n'arrêtons pas de changer d'avis sur les prénoms, mais tous les prénoms que nous aimons commencent par eux. J'ai acheté un bracelet avec une seule lettre pour qu'il t'appartienne toujours quand nous aurons enfin décidé qui tu es. » Elsie cessa de lire et repoussa la manche de son pull. Le bracelet n'était pas là. Elle l'avait laissé à l'étage depuis le mariage. « Il m'attendait, dit-elle. » Oui. Il avait peur, mais il m'attendait quand même. Oui. Pendant des années, Lorraine avait utilisé l'absence de Jonah comme preuve qu'Elsie n'était pas désirée. La lettre prouvait quelque chose de plus compliqué et de plus humain. Jonah avait été jeune, effrayé et incertain, mais il avait imaginé un avenir dans lequel sa fille existait. Elsie replia les pages le long de leur pli d'origine. « Je veux le revoir. » Leur 2e rencontre eut lieu à la bibliothèque le jeudi suivant. Cette fois, Elsie apporta un carnet rempli de questions. Elle demanda à Jonah si les maladies cardiaques étaient courantes dans sa famille, si sa mère avait des allergies, et si quelqu'un de son côté souffrait de migraine. Il répondit avec soin et promit d'obtenir des dossiers quand il ne savait pas. Puis elle dépassa l'historique médical. « Comment étais-tu à l'école ?» Silencieux, jusqu'à ce que quelqu'un m'énerve. « Tu étais bon à quelque chose ?» Réparer des moteurs et rater la chimie. « Que faisait ta mère ?» Elle a été institutrice en CE2 pendant 34 ans. J'ai des cousins. 2. Ils ne savent pas pour toi. Leur dirais-tu ? Seulement si tu décides que tu veux qu'ils le sachent. Elsie nota chaque réponse. Jonah ne parut pas offensé par le carnet ni ne demanda pourquoi elle avait besoin de preuves pour chaque affirmation. Il comprenait que les adultes lui avaient appris à se méfier des promesses non enregistrées. Vers la fin de l'heure, elle ferma le carnet. « Tu peux m'envoyer un texto 1 fois par semaine, dit-elle. Pas tous les jours, et pas tard le soir. Maman voit le numéro d'abord. » Jonah hocha la tête. « 1 fois par semaine. Je ne répondrai peut-être pas tout de suite. » C'est bon.
Et je ne t'appelle pas papa. Tu ne me dois aucun titre. Son acceptation changea quelque chose dans la posture d'Elsie. Elle ne se rapprocha pas, n'offrit pas de câlin, mais quand il partit, elle le regarda à travers la vitre jusqu'à ce que sa voiture disparaisse du parking. Ce soir-là, je m'assis sur le bord de son lit pendant qu'elle réorganisait les photos sur son mur. Elle avait retiré l'invitation de mariage, laissant un rectangle pâle là où elle se trouvait. « Veux-tu changer quelque chose ?» demandai-je. « Ton nom de famille, où nous vivons, la façon dont nous gérons le contact avec Jonah. Rien n'a à changer, mais rien n'est interdit de changer non plus. » Elsie m'étudia. « Tu veux que je change mon nom ? » Non. Je veux que tu saches qu'il est à toi. Camille Dawson est toujours ma mère. Le soulagement monta si vite qu'il faillit devenir de la gratitude, mais je me retins de rendre ces mots responsables de mon réconfort. Je suis ta mère parce que tu es restée, continua-t-elle, pas parce que Sabrina a signé quelque chose ou parce que Jonah était parti. Mais il y a une règle maintenant. Quelle règle ? Plus de secrets parce que tu penses qu'ils me protégeront. Tu peux attendre que nous soyons dans un endroit sûr pour me dire quelque chose, mais tu ne peux pas décider que je n'ai jamais le droit de savoir. D'accord. Si la vérité te fait peur, tu me la dis quand même. Je le ferai. 2 jours plus tard, Sabrina demanda à Marisol la permission de rencontrer Elsie. Elle proposa de le faire avec un conseiller présent et dit qu'elle voulait avoir l'occasion d'expliquer ce qui s'était passé quand elle avait 17 ans. J'ai lu la demande à Elsie sans ajouter mon opinion. Elle secoua la tête. Pas maintenant. Veux-tu envoyer une réponse ? Elle réfléchit plusieurs minutes, puis dicta pendant que j'écrivais. Camille m'a élevé. Jonah m'a pleuré. Grand-mère m'a effacé. J'ai besoin de temps pour décider ce que tu es pour moi. Elsie lut le message 2 fois avant de permettre à Marisol de l'envoyer. Elle n'ajouta pas qu'elle pardonnait à Sabrina, qu'elle l'aimait, ou qu'elle voulait une relation plus tard. Elle laissa l'avenir ouvert, sans le promettre. Ce soir-là, Elsie descendit, portant le bracelet en argent pour la première fois depuis le mariage. Elle avait poli la petite lettre jusqu'à ce qu'elle reflète la lumière de la cuisine. « Tu es sûr de vouloir le porter ?» demandai-je. Il n'appartient pas à Sabrina juste parce qu'elle m'a tenu la première. Il n'appartient pas à Lorraine parce qu'elle a gardé la vérité. Jonah l'a acheté, mais il a dit qu'il m'appartenait. Elle tourna son poignet, regardant la lettre glisser le long de la chaîne. Je le garde parce qu'il prouve que quelqu'un m'attendait, avant que vous ne commenciez tous à mentir. La phrase fit mal, mais elle restitua également le bracelet à la seule personne qui avait le droit de le définir. Alors que l'été approchait de l'automne, Jonah tint sa promesse. Un message arrivait chaque dimanche après-midi. Parfois, Elsie répondait par un paragraphe complet. Parfois, elle envoyait un seul mot. Une fois, elle ne répondit pas du tout, et il attendit la semaine suivante. Vers la fin du mois d'août, elle m'apporta un dépliant pour l'exposition d'art des élèves, prévue à son école en octobre. Sa peinture avait été sélectionnée pour le hall principal. Elle posa le dépliant sur le comptoir de la cuisine et me regarda. « Est-ce que Jonah peut venir ?» Je ne lui ai pas demandé si l'invité signifiait qu'elle lui avait pardonné, qu'elle l'avait accepté, ou qu'elle l'avait choisi au détriment de quelqu'un d'autre. « C'est à toi de l'inviter, » lui dis-je. Elsie envoya une photo du dépliant de l'exposition à Jonah ce soir-là. Sa réponse arriva 9 minutes plus tard. « Je serais honoré de venir. J'attendrai que tu me dises où me mettre. » En octobre, près de 8 mois s'étaient écoulés depuis le mariage de Sabrina. Le temps n'avait pas ramené nos vies à ce qu'elles étaient, et ni Elsie ni moi ne le voulions. Nous suivions une thérapie familiale 2 fois par mois, parfois ensemble, parfois séparément. Il y avait des séances où Elsie parlait calmement de l'école, de Jonah, ou des règles qu'elle voulait à la maison. Il y avait d'autres séances où elle se mettait de nouveau en colère, parce que j'avais connu la vérité tout en regardant Sabrina la traiter comme une invitée indésirable. J'ai arrêté de demander quand la colère finirait. J'ai appris à répondre à ce qu'elle demandait, à admettre ce que je ne savais pas, et à rester présente lorsque mes excuses ne pouvaient pas réparer le moment. La confiance est revenue par des choix plus petits que ceux que j'avais prévus. Avant de dire à un collègue pourquoi je devais partir plus tôt du travail, je demandais à Elsie ce qu'elle voulait que je partage. Lorsqu'une lettre de l'avocat de Sabrina arriva, je la posai, non ouverte, sur le bureau d'Elsie. Quand Jonah demanda si elle le voulait à un événement scolaire,
je lui transmis la question au lieu d'accepter pour elle. Ces décisions auraient semblé ordinaires à quiconque en dehors de notre foyer. Pour nous, elles étaient la preuve qu'aucun adulte ne réécrivait tranquillement la vie d'Elsie. Jonah suivit le calendrier qu'elle avait fixé. Il se voyait 2 fois par mois, généralement à la bibliothèque ou dans un café près du parc. Il assista à un concert de l'école et s'assit 3 rangées derrière moi, parce qu'Elsie avait attribué les places elle-même. Il ne contredit jamais mes règles, n'arriva jamais à l'improviste, et n'agit jamais comme si le lien biologique lui donnait une autorité qu'il n'avait pas méritée. Au concert, une des amies d'Elsie demanda qui il était. Elsie répondit, « C'est Jonah, mon père biologique. » Le titre fit passer quelque chose sur son visage, mais il se contenta de sourire et de dire « Enchanté de te rencontrer ». Il ne demanda pas plus. Gabriel écrivit une fois à Elsie. La lettre passa par Marisol, afin que personne ne puisse l'accuser de forcer le contact. Il s'excusa d'avoir laissé ses soupçons en suspens jusqu'au mariage, et d'avoir parlé de l'historique médical de Sabrina dans une pièce où la vie privée d'Elsie pouvait être déduite. Il écrivit que le fait d'arrêter Sabrina ne le rendait pas assez courageux pour mériter de la gratitude, c'était simplement le minimum qu'un adulte aurait dû faire lorsqu'un enfant était maltraité. Elsie répondit par 3 phrases. « Merci d'avoir pris le micro. J'aurais aimé que tu parles à maman plus tôt. Tu as arrêté Sabrina, mais maman et moi nous sommes sauvés après. » Gabriel accepta la correction. Sabrina ne reprit pas son ancien rôle dans les relations avec les parents après l'enquête de l'école. Elle accepta d'être mutée à un poste administratif sans responsabilité directe envers les familles. Plusieurs mois plus tard, elle démissionna et déménagea dans un autre district. Elle commença une thérapie et le mentionna dans une de ses lettres, mais la conseillère d'Elsie l'aida à comprendre que le traitement n'était pas un reçu prouvant que Sabrina avait changé. La thérapie pouvait expliquer ce à quoi elle était confrontée, elle ne pouvait pas effacer ce qu'elle avait choisi. Sabrina envoya 4 lettres par l'intermédiaire de Marisol. Elsie lut la première et rangea les 3 autres, non ouvertes, dans une boîte sous son bureau. Elle dit qu'elle les lirait peut-être plus tard, ou peut-être jamais. Je ne lui ai pas dit quel choix serait le plus gentil. Lorraine continua d'insister sur le fait qu'elle avait sauvé tout le monde d'une vie pire. Ces colis arrivaient au bureau de Marisol, car elle n'était plus autorisée à se présenter chez nous, à la bibliothèque ou à l'école d'Elsie sans permission. Elsie rendit 2 cadeaux, garda un livre et plaça une carte d'anniversaire dans la même boîte que les lettres de Sabrina. Elle ne confondit pas l'acceptation d'un objet avec la restauration d'une relation. Le soir de l'exposition, Elsie se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant le bracelet en argent. Elle portait un pantalon noir, un chemisier vert et l'expression de quelqu'un qui essaie de ne pas révéler à quel point la soirée comptait. « Jonah est déjà à l'école, dis-je. Il demande s'il doit attendre dehors. Dis-lui qu'il peut entrer, mais qu'il ne doit pas se tenir à côté du tableau avant que j'arrive. » J'ai envoyé le message exactement comme elle me l'a donné. Le hall principal avait été transformé en galerie. Des peintures d'élèves couvraient des murs blancs temporaires, sous des guirlandes de lumière chaude. Les parents se déplaçaient lentement entre elles tandis que les professeurs offraient des gobelets en papier de cidre. Jonah attendait près de l'entrée. Il me salua, puis laissa Elsie décider de la distance entre eux. Elle lui fit un petit signe de la main et nous conduisit vers le mur du centre. Sa peinture était plus grande que ce à quoi je m'attendais. Sur un fond bleu sourd, 4 emplacements étaient marqués par des mains. Une paire m'appartenait, je reconnus la petite cicatrice de brûlure près de mon pouce et la légère tache d'encre que je ramenais souvent du travail. Les mains d'Elsie étaient à côté des miennes, pas serrées fermement, mais posées assez près pour que le bout des doigts se touche presque. Les mains de Jonah apparaissaient de l'autre côté. Elles étaient plus grandes, marquées par les coupures superficielles et la peau rugueuse de son travail. Elle ne traversait pas la peinture pour réclamer Elsie, une paume restait ouverte, en attente. Le 4e emplacement ne contenait pas de main. Elsie avait seulement peint un contour pâle et un champ de couleurs inachevé. La forme vide n'était ni barrée, ni cachée, ni couverte. Elle restait visible, sans être remplie. Plusieurs visiteurs s'arrêtèrent pour étudier la peinture. La carte en dessous donnait le titre, terme d'appartenance. Jonah lut le titre 2 fois. C'est magnifique. Elsie hocha la tête. Merci. Il ne demanda pas si la place vide appartenait à Sabrina. Moi non plus, jusqu'à ce que nous soyons seuls à côté de la peinture et que Jonah se soit éloigné pour parler au professeur d'art d'Elsie. Que signifie l'espace vide, demandai-je. Elsie traça l'air près du contour inachevé,
sans toucher la toile. Ce n'est pas le pardon, dit-elle. Ce n'est pas une punition non plus. Alors qu'est-ce que c'est? Elle me regarda. Ça signifie que c'est à moi de choisir qui a sa place ici. La réponse ne portait aucune promesse que Sabrina occuperait un jour cet espace. Elle ne portait non plus aucune sentence finale, prononcée par une jeune fille de 13 ans effrayée. L'absence appartenait à Elsie, tout comme le bracelet, les lettres, son nom et son histoire lui appartenaient. Sa peinture reçut un prix de reconnaissance des élèves, bien que cela comptât moins pour elle que d'entendre deux élèves plus jeunes débattre pour savoir si l'espace inachevé rendait l'image triste ou pleine d'espoir. Elsie leur dit que ça pouvait être les deux. À la fin de l'exposition, elle me prit la main alors que nous marchions vers le parking. Jonah suivait à quelques pas, n'assumant ni sa place à nos côtés, ni ne se retirant au point qu'elle aurait à le chercher. Nous atteignîmes les portes avant qu'Elsie ne remarque la distance. Elle se retourna. « Jonah, tu viens ?» Son visage s'adoucit. « Si tu veux. »« Est-ce que j'ai demandé ?» dit-elle. Il nous rattrapa, mais ne se mit pas entre nous. Elsie garda ma main dans la sienne, tout en laissant assez d'espace de son autre côté pour qu'il puisse marcher à ses côtés. Elle ne l'appelait toujours pas papa. La place de Sabrina dans le tableau restait inachevée. Lorraine restait en dehors des limites qu'elle avait autrefois contrôlées. Rien en nous ne ressemblait à la famille complète que Sabrina avait exposée à son mariage. Mais personne dans ce couloir ne se voyait assigner un rôle sans son consentement. Elsie n'avait jamais été orpheline de père. On l'avait privée de la vérité, et c'était le seul héritage que je refusais de transmettre.